Comment l'avez-vous vécu professionnellement? Alors Yaël, je devais prendre la parole 2 fois ce soir, je te propose de la prendre une seule fois. Comme ça, on va gagner un petit peu de temps. Comment j'ai vécu ça? D'abord, j'aimerais revenir sur les premières paroles de Yes ce soir. À 18 ans, on est encore un enfant. Et à 18 ans, dans certains départements, la vie, c'est une grande broyeuse. Ce que je veux dire par là, ce que je vous rappelle à tous, c'est que oui, les lois, elles sont votées dans un cadre national, mais elles sont ensuite déclinées départementalement. Et que selon les finances de chaque département, le pire comme le meilleur peuvent se côtoyer. En Maine-et-Loire, il y a quelques années, quand j'ai commencé ma carrière d'éducateur, j'ai commencé à travailler en service extérieur. Un service extérieur, c'est quoi? C'est un lieu où on accueille des jeunes entre 16 et 21 ans, au sein duquel ils peuvent prendre le temps de se poser et construire un projet. À l'époque, la condition permettant l'accès à l'accueil jeune majeur ne se posait pas, c'est-à-dire que dans mon département, nous pouvions négocier avec l'aide sociale à l'enfance des projets de projets. C'est-à-dire qu'un jeune de 18 ans pouvait essayer de projeter, de construire un projet. Il n'y avait pas besoin de quelque chose de solide. Dans mon département, à l'époque, il n'y avait pas besoin de sortir de l'ASE pour avoir un accueil jeune majeur. Un enfant de 18 ans et demi, en situation de rupture familiale, pouvait ne pas avoir été accueilli à l'ASE auparavant et demander un accueil jeune majeur et l'obtenir. Alors c'est comme ça qu'au fil du temps, on a pu recueillir au sein de ce service un certain nombre d'enfants qui du coup ont pu se retaper et se reconstruire en fonction chacun de ce qu'ils désiraient, ce qu'ils voulaient. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, pour une jeune qu'on a accueillie, le premier défi et le premier projet, ça a été de lui permettre de ne plus fuguer et de rester chez elle, alors qu'elle était en appartement, en autonomie. Et elle a réussi. Et ça, c'était une grande victoire. Et oui, ça s'appelle un accueil jeune majeur, et oui, ça coûte cher, mais oui, ça, c'est un grand projet pour un enfant. Et puis ensuite, petit à petit, la situation s'est dégradée. On nous a informé que, désormais, les jeunes non sortant de la zone ne pourraient plus prétendre à cet accueil jeune majeur. Et puis ensuite, on nous a dit que les jeunes sortant de l'ASE, mais ne pouvant justifier que d'une absence de ressources ou de soutien familial, ne pouvaient plus prétendre à un accueil jeune majeur. Et puis ensuite, on nous a expliqué que pour avoir un accueil jeune majeur, il fallait ne pas avoir de ressources, il fallait ne pas avoir de soutien familial, mais il fallait aussi avoir un handicap physique ou moteur. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on perde un tiers de nos places d'accueil jeunes majeurs. Alors oui, en Maine-et-Loire aujourd'hui, la vie c'est devenu une grande broyeuse quand on a plus de 18 ans. Je vous passe le cas des mineurs isolés, etc., etc. Je suis fier aujourd'hui d'être à cette tribune, je suis fier d'être à cette tribune à côté des anciens de la zone. Parce que leur parole, elle est essentielle. C'est une parole de vécu, c'est une parole qui est riche d'émotions. Vous l'avez vécu toute la soirée, moi je l'ai vécu depuis plus de 3 semaines maintenant avec Yamina au téléphone. C'est une parole de révolte aussi, et cette révolte-là, les travailleurs sociaux l'amènent aussi. Les travailleurs sociaux dans plusieurs départements, ils l'amènent depuis plusieurs années. En Maine-et-Loire, ça fait 2 ans qu'on se bat. Dans le Nord, ça fait plus d'1 an. En Indre-et-Loire, on se bat. En Essonne, on se bat. À Paris, on se bat. En Seine-Saint-Denis, on se bat. Dans les Hauts-de-Seine, département le plus riche de France, on se bat. On se bat, mais on n'arrive pas à se faire entendre. Madame Buzyn a toujours refusé nos demandes de rencontre. Et puis, voilà, on a appris, grâce au reportage de Pièces à conviction, qu'on avait désormais un secrétaire d'État à la protection de l'enfance, qui est publicitaire d'origine et qui nous a rendu visite dans le Maine-et-Loire il y a 2 jours de ça, sans prévenir aucun syndicat ni travailleurs sociaux. Sans doute que la parole des travailleurs sociaux a quelque chose de gênant pour M. Taquet. Sans doute que les travailleurs sociaux ont du mal à se contenter des maigres avancées qu'il nous promet. Alors grâce à l'IS, grâce à Sylvain Louvet et ce reportage, il y a un vent qui s'est levé mais qui ne doit pas retomber. La protection de l'enfance, vous savez, c'est un peu comme l'écologie. C'est bon ton d'être pour l'écologie et c'est bon ton d'être pour la protection de l'enfance. Je vous mets au défi de trouver quelqu'un dans la rue qui va nous dire non, il ne faut pas protéger les enfants. Par contre, quand il s'agit pour un État ou pour un gouvernement de sortir le carnet de chèques pour garantir cette protection, vous allez trouver beaucoup moins de forts en gueule. La protection de l'enfance, c'est pas un acte de charité. La protection de l'enfance, ça doit aller de soi. Notre présence dans cette salle ce soir me révolte. Ça veut dire que ce n'est pas évident en France qu'un jeune doit être protégé de ses zéros jusqu'à son émancipation totale. Alors Adrien Taquet, dans la droite ligne de ce qui se fait beaucoup aujourd'hui dans le social, nous promet un référentiel de bonnes pratiques. Il nous promet des protocoles
haut lieu, on discute de tout ça. Sauf que sur le terrain, ça ne change rien. À part le fait qu'on perd du temps. On perd du temps dans nos bureaux à rédiger des projets, de projets, à justifier de la dépense au moindre centime, au lieu d'être sur le terrain avec les enfants que je suis censé accompagner. Et sur le terrain, c'est où? C'est avec eux en train de faire les leçons, c'est avec eux en train de leur lire une histoire, c'est avec eux à table en train de manger, pas au téléphone en train de justifier les dépenses. Et d'améliorer le quotidien des enfants placés, c'est d'assurer une meilleure formation aux travailleurs sociaux. Alors je remercie M. Taquet, j'ai 3 ans d'études derrière moi. Voilà. Je ne pense pas avoir besoin aujourd'hui d'un nouveau référentiel de diplôme ou d'une année de formation supplémentaire. Par contre, j'ai besoin de moyens pour travailler. Ça, il n'y a pas de problème. Au-delà de ça, si la question du diplôme l'interpelle vraiment, je l'invite à se pencher sur les pratiques d'un certain nombre d'associations qui embauchent des jeunes de 18 ans qui ont juste un BAFA. Alors, on a aussi dans le social une habitude des pratiques et des effets d'annonce importants. Madame Buzyn a été une très bonne publicitaire avant M. Taquet, puisque dernièrement, elle a promis une prise en charge à 100% des frais de santé des enfants placés. Sous-entendant que ce n'était pas le cas, je suis désolé, mais la CMU existe et depuis les années 80, par un décret ministériel, l'ensemble des enfants pris en charge de l'ASE sont pris en charge par la CMU. Donc c'est une fausse annonce. Je continue, je suis presque Catherine, je suis désolé. Voilà, sauf que derrière toutes ces annonces, il y a des vies d'enfants. Et ces vies d'enfants, c'est quoi? C'est la vie d'Océane, 4 mois, placée en pouponnière. Pourquoi est-ce que mon fils de 2 ans, qui a la chance de grandir dans un cadre stable, ne peut être pris en charge par son assistante maternelle, sa nourrice, qu'avec 3 autres enfants, quand en pouponnière, l'agrément pour une auxiliaire de primaire est de 6 enfants? Faut qu'on m'explique là. Pourquoi est-ce qu'un enfant se fait une tragédie avec un chance de l'enfant? Alors il y a Yannick, Pierre, Wally, qui dorment 23 dans la même chambre, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Qui accepte ça pour ses propres enfants? Personne. Il y a les collègues référents à eux, 30 familles à gérer. Comment veulent-ils faire? Impossible. Il y a ces 12 enfants sur le groupe, 12 éducateurs. Vous savez ce que c'est? 12 enfants qui mangent en même temps dans une toute petite salle. C'est un poids gigantesque et la garantie qu'aucun d'eux ne pourra trouver sa place. Sauf celui qui fout le plus le bordel. Et celui qui fout le plus le bordel, c'était très bien dit, à 18 ans, ce sera ciao, au revoir. Alors je vais conclure, Catherine. Et du coup, je suis loin de vous avoir donné tous les exemples que je lis aujourd'hui, mais ces exemples qui sont essentiels parce qu'ils vous permettent de comprendre que non seulement il faut se battre pour un accueil jeune majeur obligatoire, mais en plus de ça, il faut se battre avant pour une protection de l'enfance de qualité. Monsieur le sénateur, Madame la députée, vous êtes présent ici, vous souhaitez faire un texte de loi. Moi, je vous propose de faire des textes de loi, en plus de celui de Madame Bourguignon, de faire un texte de loi qui limiterait le taux de remplissage des foyers, parce qu'en Maine-et-Loire, le président du département demande un taux de remplissage de 99%. Ce qui est un point qui nous convient. Je vous propose de faire un texte de loi qui permettra de garantir que pour un maximum de 5 enfants placés, il y ait au moins un éducateur diplômé. Par référence, il n'en reste plus que 2. Et je vous propose de rendre obligatoire l'acceptation par le département du premier contrat jeune majeur, parce que dans la loi de Mme Bourguignon, il y a 3 petits mots qui me gênent. C'est que le département a obligation de contractualiser les accueils jeunes majeurs sous certaines conditions. Ces mots-là, il faut les enlever.